Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Vous connaissez certainement ce qu'est une cellule, leur morphologie, leur fonction. Nous allons voir maintenant dans ce cours comment les cellules s'organisent entre elles. Et en effet, elles s'assemblent pour former des tissus. Et les tissus eux-mêmes vont s'assembler pour constituer des organes. Mais ça, ce sera envisagé ultérieurement dans les études médicales. Donc nous allons étudier successivement le tissu épithélial, le tissu conjonctif, le tissu adipeux, le tissu cartilagineux et le tissu osseux, puis, dans un deuxième temps, le tissu musculaire, le tissu nerveux et enfin les cellules du sang. Donc cela représente l'ensemble de l'histologie générale. Les épithéliums constituent un groupe de tissus variés, composants spécialisés de nombreux organes. Nous allons passer en revue la classification des épithéliums, la spécialisation membranaire, les systèmes de jonction, et parler du renouvellement des épithéliums, des relations entre épithélium et tissus de soutien, de l'adaptation sécrétoire des cellules et enfin des épithéliums glandulaires. Donc c'est un groupe de tissus variés qui recouvre, revêtent ou bordent la totalité de la surface du corps humain, de ses cavités. Ils forment donc des interfaces entre l'extérieur et l'intérieur de l'organisme et éventuellement entre les différents compartiments biologiques. Ils sont organisés en feuillets d'une ou de plusieurs couches de cellules qui reposent sur une structure que l'on appelle la membrane ou la lame basale qui les sépare du tissu conjonctif sous-jacent. Ce qui est important, et sur lequel j'insisterai, c'est que cette lame basale n'est jamais traversée par les vaisseaux. Donc les épithéliums ne sont jamais vascularisés et donc ils sont dépendants pour leur survie, pour leur fonctionnement des tissus sous-jacents. Ces épithéliums ont des activités très nombreuses. Par exemple, l'absorption, la sécrétion, la protection physique, le maintien de l'intégrité du corps, et en fait, un même épithélium peut effectuer plusieurs, ou voire même toutes, ces activités. Leur origine embryologique est assez diverse, puisque les trois feuillets embryonnaires sont impliqués. En effet, l'ectoderme donne naissance à l'épiderme et aux annexes de la peau, à la glande mammaire, aux organes d'essence, à l'hypophyse antérieure. L'endoderme donne naissance au tube digestif, à l'appareil respiratoire, au foie, au pancréas, à la vessie, à la thyroïde. Et le mésoderme, le feuillet médian, va donner naissance aux épithéliums constitutifs du rein, de la cortico-surrénale, de l'appareil génital, mais aussi à l'endothélium ou au mésothélium. Les classifications des épithéliums sont basées sur trois critères. Le nombre de couches cellulaires, et à ce moment-là, on parle d'un épithélium simple ou encore unistratifié lorsqu'il n'y a qu'une seule couche, et d'un épithélium stratifié, on dit parfois pluristratifié, lorsqu'il y a plusieurs couches. Le deuxième critère est la forme des cellules les plus externes. Et ces cellules, elles peuvent être pavimenteuses, c'est-à-dire en fait très aplaties, cubiques ou cylindriques. Et le troisième critère est l'existence de spécialisation au niveau des cellules, en particulier l'existence de cils vibratiles, et donc on parlera d'épithélium cilié, mais il peut s'agir aussi de présence de kératine, on parlera d'épithélium kératinisé. On va voir les caractéristiques principales et quelques images concernant ces différents types d'épithélium, en commençant bien sûr par les plus simples, c'est-à-dire les épithéliums unistratifiés. Comme on vient de le dire, ils sont constitués d'une seule couche de cellules et on va toujours les trouver
au niveau des surfaces impliquées dans la diffusion, dans l'absorption, dans la sécrétion. En fait, ils sont fragiles et ils ne représentent qu'une faible protection contre une abrasion mécanique. Alors, parmi ces épithéliums simples, il y a l'épithélium pavimenteux simple. Autrefois, on les appelait les épithéliums squameux. Ils sont donc composés de cellules aplaties, de forme irrégulière, dont le noyau fait saillie à la surface. Les cellules sont juxtaposées et forment une sorte de pavage. Ces épithéliums pavimenteux simples sont impliqués dans le transport passif par diffusion ou actif par pinocytose de gaz, de liquide, et donc on va les trouver au niveau d'organes particuliers comme l'alvéole pulmonaire ou dans certaines régions du tube urinifère du rein ou éventuellement au niveau des canaux excréteurs les plus fins ou encore au niveau des parois des capillaires sanguins, ils forment là l'endothélium, ou au niveau du revêtement des cavités pleurales, péricardiques, péritonéales, où ils forment le mésothélium. L'épithélium cubique simple, comme son nom l'indique, est composé d'une seule couche de cellules de hauteur et de largeur à peu près égales. Bon, parfois la forme est un petit peu plus polygonale que cubique, mais toutes ces cellules ont un seul noyau arrondi central, et on va trouver ce type d'épithélium dans des petits canaux excrétoires, par exemple au niveau des glandes salivaires, au niveau du pancréas. L'épithélium cylindrique simple est composé de cellules dont la hauteur dépasse largement la largeur. Le noyau est allongé, en position variable, souvent en position basale, et on trouve cet épithélium au niveau des surfaces qui ont un rôle d'absorption importante, comme l'intestin grêle, ou un rôle de sécrétion, comme au niveau de l'estomac. Alors certains épithéliums cylindriques ont une spécialisation particulière puisqu'ils possèdent des cils à la surface du pôle apical, et dans ce cas-là, on va parler d'épithélium simple cilié, où on a donc des cellules cylindriques qui sont juxtaposées avec des cellules non ciliées à activité sécrétoire. On le trouve essentiellement au niveau du tractus génital féminin, au niveau de la trompe. Le dernier des épithéliums simples, unistratifiés, est un épithélium cylindrique que l'on appelle pseudostratifié. En fait, lorsqu'on l'observe, on verra tout à l'heure une image, il semble être constitué de plusieurs couches, parce que les noyaux sont situés à des hauteurs variables. Mais en réalité, toutes les cellules reposent sur la lame basale, simplement certaines sont petites et n'atteignent pas la surface, et d'autres sont plus volumineuses, plus hautes, et atteignent la surface. Et la majorité de ces cellules sont ciliées, d'où le terme qui est utilisé. Alors cet épithélium pseudostratifié cylindrique va se trouver essentiellement au niveau des voies aériennes supérieures, la cavité nasale, la trachée, les bronches, et souvent on lui donne comme nom celui d'épithélium respiratoire. Les épithéliums stratifiés maintenant, ou encore pluristratifiés, eh bien, ils sont caractérisés, comme le nom l'indique, par la présence de deux ou de plusieurs couches cellulaires, et ils assurent essentiellement, mais pas exclusivement, une fonction de protection. En fait, ils sont peu adaptés, parce qu'ils sont épais, aux fonctions d'absorption et de sécrétion, mais quand même certains de ces épithéliums stratifiés sont perméables à l'eau et à d'autres petites molécules. Et donc, on va les classer en fonction de la forme des cellules de la dernière couche, la plus superficielle, puisque les cellules de la couche basale, elles, sont toujours cubiques. L'épithélium stratifié dit pavimenteux. Celui-ci, donc, il est constitué d'un nombre variable d'assises cellulaires, dont la forme varie de la cellule basale cubique à la cellule superficielle qui est aplatie. Les cellules basales se divisent, puis vont migrer vers la surface où elles finissent par dégénérer. Mais au cours de cette migration, elles subissent une maturation, une transformation, puis une dégénérescence. Mais les cellules les plus superficielles restent nucléées.
ce tissu résiste bien à l'abrasion, puisque la perte des cellules superficielles ne lèse pas le tissu sous-jacent. Par contre, ce tissu est relativement sensible à la dessiccation. On va le trouver au niveau de la cavité buccale, au niveau du pharynx, de l'ésophage. On le trouve également au niveau du canal anal, du col utérin et du vagin. Et fait caractéristique, dans cet épithélium pavimenteux stratifié, situé donc dans ces différents organes, il n'y a pas d'accumulation de kératine. Au contraire de l'épithélium suivant, qui est toujours un épithélium stratifié, toujours un épithélium pavimenteux, mais qui là va voir s'accumuler dans les cellules de la kératine et on l'appellera donc un épithélium pavimenteux stratifié kératinisant. Ça, c'est une forme particulière qui constitue essentiellement l'épiderme de la peau et qui est adaptée au phénomène constant d'abrasion et de dessiccation. Cet épithélium comporte de multiples couches de cellules qui, au cours de leur maturation et de leur migration vers la surface, accumulent les protéines du cytosquelette qui vont s'agréger, et en particulier donc la kératine. Et cette accumulation va provoquer la disparition des organites intracellulaires, c'est-à-dire que les dernières couches, les plus superficielles, sont faites en réalité de sortes de fantômes cellulaires qui contiennent pratiquement que de la kératine et où les organites intracellulaires, y compris le noyau, ont disparu. Donc on peut le dire que ce sont des squames anucléés. Un autre épithélium stratifié est appelé épithélium cubique stratifié, donc constitué de cellules cubiques ou cylindriques basses. Il est constitué de 2 ou 3 couches de cellules, et en fait on va le voir au niveau des canaux excréteurs des glandes exocrines, en particulier des glandes salivaires. C'est simplement un épithélium qui va conduire par l'intermédiaire de ce canal l'excrétion, mais en lui-même, il n'a pas de rôle d'absorption ou de sécrétion particulier. Enfin, le dernier des épithéliums à décrire, c'est l'épithélium dit transitionnel. C'est une forme spécialisée d'épithélium stratifié que l'on ne voit qu'au niveau des voies urinaires, de l'urtère, de la vessie, de l'urètre. Et il est particulier parce qu'il est capable de s'adapter à de fortes distensions et de résister à la toxicité de l'urine. Donc, quand la vessie est rétractée, cet épithélium est constitué de 4 ou 5 couches de cellules. Les basales sont cubiques, les intermédiaires sont polygonales, et les superficielles sont des grosses cellules arrondies, parfois binucléées. On les appelle parfois les cellules à parapluie. Et ce sont ces cellules qui protègent en fait les couches sous-jacentes. Et à l'état distendu, donc quand la vessie est pleine, il ne semble cet épithélium être constitué que de 2 ou 3 couches, et les cellules intermédiaires et les cellules superficielles sont assez aplaties les unes sur les autres. Sur les images qui suivent, on voit à gauche un dessin et à droite une microphoto d'une coupe histologique qui correspond aux divers épithéliums dont on vient de parler. Donc dans la partie haute, il s'agit de l'épithélium cubique simple. On voit les cellules avec cette forme cubique. C'est en fait un canal excréteur d'une glande salivaire. En bas, un épithélium cylindrique, simple toujours, mais cette fois-ci cilié. On remarque au niveau du dessin, au niveau de la lettre C, les cils vibratiles, et ces cils, on les voit de nouveau dans la partie droite de la figure. Vous voyez une structure avec un axe conjonctif, et puis des cellules qui forment un épithélium unistratifié, avec au pôle apical des cellules des petits prolongements qui correspondent aux cils. Épithélium cylindrique simple, dans la partie haute de la figure. Ici, il n'y a pas de spécialisation particulière au niveau du pôle apical.
Vous voyez les cellules comme étant des sortes de structures cylindriques avec le noyau situé à la partie basale de la cellule. Sur le dessin, le trait double bleu qui est à la partie basse de chaque dessin correspond à la lame basale. En dessous, donc dans la moitié inférieure de la figure, dessin et photo d'un épithélium pseudostratifié. C'est toujours un épithélium simple, c'est toujours un épithélium cylindrique, mais vous voyez, c'est surtout net au niveau de la microphoto, que les noyaux paraissent être à des niveaux différents. Et donc en première approximation, on se dit, puisque les noyaux sont à des niveaux différents, il y a plusieurs couches de cellules. En fait, c'est faux. Lorsqu'on observe correctement ces cellules, on constate que toutes reposent sur la lame basale, et donc c'est la définition d'un épithélium unistratifié. Par contre, certaines sont petites, d'autres un peu plus grandes, certaines vont donc jusqu'à la lumière, jusqu'à la surface, et ici, en plus, vous voyez que ces cellules sont ciliées, puisqu'au niveau du pôle apical existent ces prolongements qui correspondent aux cils qu'on décrira longuement tout à l'heure. Autre image, cette fois-ci d'un épithélium stratifié kératinisant, à la partie haute et gauche de la diapo, donc les multiples couches cellulaires et l'accumulation de kératine qui donne lieu à une juxtaposition de couches de squames anucléés. Vous n'observez plus de noyaux au niveau des couches cellulaires qui sont marquées ici par la lettre K. À droite, en haut, un épithélium cubique stratifié. On voit très nettement qu'il y a deux couches de cellules, mais ces couches sont constituées de cellules cubiques. Et puis, en bas, un épithélium transitionnel, donc l'épithélium de la vessie, où l'on observe de multiples couches cellulaires et des cellules de grande taille, parfois binucléées, qui sont à la surface de cet épithélium. Ici, il s'agit d'une vessie vide où donc l'épithélium est constitué de 5 ou 6 couches cellulaires. Si la vessie était remplie, distendue, eh bien, l'épithélium serait beaucoup plus mince et les cellules seraient aplaties. Au niveau des cellules épithéliales, existent des spécialisations au niveau de leur membrane. Ces spécialisations peuvent se voir au niveau des faces entre les cellules ou bien au niveau de la partie apicale ou du pôle basal de la cellule. Il y a des spécialisations qui vont augmenter la surface cellulaire. Ce sont les microvillosités surtout, mais également les stéréocyles et certaines structures qu'on appelle les plaques membranaires. Alors les microvillosités, ce sont des très petites projections en doigts de gant de la membrane plasmique et on va les trouver à la surface de beaucoup de cellules épithéliales, mais elles sont particulièrement développées dans les épithéliums qui sont spécialisés dans l'absorption. Par exemple, les tubules rénaux ou par exemple l'intestin grêle. Et au niveau de ces organes, la présence de ces microvillosités va augmenter la surface de contact jusqu'à 20 fois ou 30 fois. En microscopie optique, on peut les détecter et elles apparaissent sous la forme d'un plateau strié, donc d'une surface apicale qui est striée, qu'on appelle aussi la bordure en brosse. Mais en fait, on ne peut pas individualiser précisément les différentes microvillosités. En fait, ces microvillosités ont environ 0,1 micromètre de diamètre et 1 micromètre de long, et elles sont particulièrement bien visibles en microscopie électronique. Donc ce sont des expansions dont les dimensions ont été données, et on voit que leur axe, l'axe cytoplasmique, est fait d'un faisceau de filaments fins d'actine qui sont ancrés sur une sorte de condensation du cytosquelette, qu'on appelle parfois une plaque terminale, qui est située au niveau de la surface cellulaire.
Le nombre de ces microvillosités est extrêmement variable. Dans les cellules de l'intestin grêle, il peut y en avoir jusqu'à 3000 par cellule. Et en fait, bien évidemment, cette microvillosité est recouverte par la membrane plasmique, qui est en continuité avec la membrane plasmique de la cellule. Il y a simplement une modification des glycoprotéines, des enzymes qui interviennent dans le processus d'absorption, qui sont particulièrement nombreuses au niveau de cette membrane plasmique des microvillosités. Le rôle, c'est donc d'amplifier la surface d'échange entre la cellule et le milieu extérieur, donc amplifier, augmenter la capacité d'absorption, de transport transmembranaire des substances alimentaires dégradées, par exemple celles qui sont dans la lumière de l'intestin grêle. La deuxième spécialisation membranaire, c'est le stéréocyle. Alors là, le terme est mauvais, on utilise ce terme traditionnellement, mais il comprend le mot cyle, et en fait, on va voir que la structure du stéréocyle est totalement différente de la structure du cyle vibratile. Ce stéréocyle, c'est une longue expansion grêle qui est visible éventuellement en microscopie optique et que l'on peut voir au niveau de certains organes, comme au niveau de l'épididyme du testicule ou au niveau de la cochlée de l'oreille. Ces stéréocyles possèdent un squelette filamenteux fait d'actine, comme la microvillosité, et pas de tubuline, comme, on le verra dans un instant, le cyle. On pense que ces stéréocyles vont favoriser également les mécanismes d'absorption. Troisième spécialisation, les plaques membranaires, qu'on appelle aussi les condensations cytoplasmiques superficielles. En fait, là, ce sont des épaississements de la membrane au niveau du pôle apical sur le versant cytoplasmique qui sont plus ou moins associés à des invaginations, à des vésicules. Et l'ensemble est visible en microscopie optique où ça forme une sorte de zone plus colorable au niveau du pôle apical. Le rôle est probablement un rôle de protection de la cellule, puisqu'on voit ces condensations, ces plaques membranaires au niveau des cellules de l'épithélium de la vessie. Donc protection contre la toxicité de l'urine, protection aussi puisque ça permet d'éviter la réabsorption de l'urine par le tissu épithélial, et puis ça sert vraisemblablement aussi de réserve de membrane donc lors de la réplétion vésicale. Les cils vibratiles sont des expansions de la membrane plasmique au niveau du pôle apical. Ce sont des expansions mobiles qui se projettent en ligne parallèle. On les trouve au niveau de l'épithélium respiratoire et également au niveau du tractus génital féminin, par exemple au niveau de la trompe de Fallope. Il peut y avoir plusieurs centaines de cils par cellule, habituellement de longueur égale. Quelle est la structure du cyle vibratile? Sa taille, c'est environ 0,2 micromètres de diamètre pour une longueur de 7 à 10 micromètres. Ce qui fait que les cils sont bien visibles en microscopie optique. C'est une évagination de la membrane plasmique qui renferme une structure centrale complexe qu'on appelle l'axonème. Axonème dérivé du corpuscule basal. L'axonème est constitué de 9 doublés périphériques de microtubules, 9 paires, où il y a un microtubule complet à 13 protofilaments et un microtubule incomplet à 10 protofilaments. Ils sont longitudinaux dans l'axe des cils et reliés entre eux par des ponts de nexine. Ils émettent des bras de dinéine en direction du doublé adjacent. Il y a un bras interne et un bras externe. Au centre se trouvent 2 microtubules entiers, entourés par une gaine centrale, elle-même reliée aux microtubules périphériques par des bras radiaires. Il existe beaucoup d'autres protéines qui structurent l'ensemble, mais je cite en particulier la tectine, qui forme un filament situé dans le sillon
réalisée par les microtubules A et B d'un doublé. L'axonème s'insère sur le corpuscule basal situé sous la surface de la cellule. Ce corpuscule basal, c'est une structure microtubulaire identique à celle du centriole, avec donc 9 triplés de microtubules périphériques. Chaque doublé de l'axonème se poursuit dans les 2 microtubules internes du triplet. Par contre, les microtubules centraux de l'axonème s'arrêtent et il n'y a pas de continuité avec les microtubules du corpuscule basal. Voici quelques images et schémas concernant les cils vibratiles. Vous voyez sur cette microphoto, microscopie optique, des cellules de l'épithélium respiratoire qui ont été détachées de cet épithélium, donc qui sont dispersées. On voit très nettement sur ces cellules leur forme allongée, cylindrique, leur noyau, souvent en position basale, une cellule d'ailleurs a plusieurs noyaux, et puis au pôle apical, vous voyez ces filaments qui partent, qui correspondent aux cils vibratiles. Ici, une schématisation simpliste d'un cil en coupe transversale, et on va retrouver la membrane plasmique tout autour, les 9 doublés, les 2 microtubules centraux et les différentes protéines, dinéine, nexine, et les protéines qui vont relier plus ou moins les microtubules centraux aux microtubules périphériques. Un autre schéma qui permet de voir l'insertion de l'axonème au niveau du corpuscule basal. Donc les 2 microtubules du doublé vont se poursuivre avec les 2 microtubules internes du triplet constitutif du corpuscule basal. Sur cette image en microscopie électronique à transmission, on voit des cils vibratiles de l'épithélium respiratoire en coupe longitudinale ou plus ou moins longitudinale en haut, coupe transversale en bas, à droite à un grossissement modeste et à gauche à un plus fort grossissement où on voit de façon très nette les 2 microtubules centraux, les doublés de microtubules périphériques et la membrane plasmique tout autour. Sur cette image en microscopie électronique à balayage, on voit très nettement en haut et à droite un épithélium respiratoire où beaucoup de cellules possèdent des cils vibratiles et d'autres ne sont pas ciliés, sont des cellules à mucus. Ces cils vibratiles sont animés de mouvements. Ce sont des mouvements actifs qui consomment de l'énergie sous forme d'ATP fournie bien évidemment par les mitochondries. Ces mouvements sont synchrones pour une cellule sous forme de vagues successives pour l'épithélium. Le mouvement peut être décomposé en 2 étapes, un battement de poussée et un battement de récupération. En réalité, le mécanisme du battement ciliaire repose sur l'interaction entre la dinéine et la tubuline du doublet voisin sur laquelle elle vient se fixer lors de l'hydrolyse de l'ATP. La mobilisation de la dinéine sur la tubuline entraîne la flexion du doublet et donc du cil et le mouvement. Les conséquences de ces mouvements sont la mobilisation du mucus dans lequel se trouvent bactéries, poussières, mucus qui se trouve au niveau de la surface des cellules de l'épithélium respiratoire, et cette mobilisation va se faire vers le pharynx, ou bien mobilisation de l'ovule, migration donc de l'ovule, de l'ovaire jusqu'à la cavité utérine grâce à cette mobilisation des cils vibratiles. J'avais déjà parlé du syndrome d'immobilité ciliaire, syndrome de Cartagener, avec cette association bizarre que l'on sait expliquer maintenant
d'infections bactériennes à répétition et d'infertilité. Voici une schématisation des deux mouvements, donc le battement de poussée, figuré en 1, 2, 3 et 4, et le battement de récupération, figuré en 5, 6, 7 et 8. Cette image montre le mécanisme de la flexion, où l'on voit en petit c les deux éléments constitutifs d'un doublet. En fait, lors de la flexion, le lien de Nexine qui relie ces doublets se rompt et il y a donc migration de la dinéine tout au long du microtubule. Les systèmes de jonction ne sont en réalité pas spécifiques des cellules épithéliales, mais ils sont particulièrement développés dans ces cellules qui sont jointives et ces systèmes de jonction vont permettre de lier les cellules à leurs voisines. Cela donc va augmenter de façon considérable la cohésion qui, habituellement, est assurée par l'engrainement des surfaces cellulaires par les interdigitations qui s'enchevêtrent. Il y a beaucoup de types de jonctions différentes. Mais le schéma général est commun et dans ce schéma général, on peut considérer que le cytosquelette de deux cellules adjacentes est lié par l'intermédiaire de protéines intracytoplasmiques et de protéines transmembranaires. Alors, la première catégorie, ce sont les jonctions dites étanches. Il y a beaucoup de synonymes. En français, on dit aussi jonction serrée, ou on dit aussi jonction de compartimentage. Autrefois, on utilisait le terme de zonula occludens. Ces jonctions étanches forment une sorte de collier autour de chaque cellule, juste au-dessous de la surface cellulaire, et elles ferment l'espace intercellulaire sur une distance de 0,2 micromètre environ, et donc rendent imperméable cet espace intercellulaire. Donc le contenu de la lumière, si on parle par exemple de cellules de l'épithélium intestinal, le contenu de la lumière ne peut pas s'insinuer entre les cellules de l'épithélium de l'intestin, il sera obligé de passer à travers les cellules. Il y a une deuxième fonction de ces jonctions étanches, c'est d'empêcher la migration des protéines membranaires qui restent ainsi confinées dans des compartiments spécifiques. On avait parlé à propos de la membrane plasmique, du modèle de la mosaïque fluide et de la capacité de mobilisation, de migration des protéines dans la double couche de phospholipides. Cela est vrai, mais c'est limité par ces jonctions étanches, c'est-à-dire que les protéines, par exemple, du pôle apical d'une cellule, resteront qu'au niveau de ce pôle apical et ne pourront pas se déplacer jusqu'au niveau des faces latérales ou du pôle basal. Les feuillets des membranes plasmiques des deux cellules adjacentes sont extrêmement étroitement accolés et on observe en microscopie électronique un réseau d'arêtes ou de sillons qui sont entrecroisés sur la membrane plasmique et qui vont former des sortes de lignes de soudure qui correspondent à des rangées ininterrompues de protéines transmembranaires qui se rejoignent à travers l'espace intercellulaire. Ces protéines, on les appelle des occludines et elles vont se lier à des protéines intracytoplasmiques, dites aussi protéines de la plaque. On en connaît beaucoup, certaines sont appelées ZO1, ZO2, synguline, et ces protéines de la plaque vont agir sur le cytosquelette d'actine. Le calcium est indispensable à cette architecture moléculaire et au fonctionnement de cette jonction étanche. Sur ce schéma, on voit deux cellules adjacentes dont la membrane plasmique est en bleu clair et
sont mentionnées 2 molécules transmembranaires d'occludine qui se juxtaposent l'une par rapport à l'autre dans l'espace intercellulaire. Cette occludine va entrer en relation avec des protéines intracytoplasmiques. Ici, je n'ai dessiné que ZO1 et ZO2. Et par l'intermédiaire de ces protéines, il y a une relation qui s'établit avec l'actine et éventuellement d'autres molécules. Les jonctions d'ancrage ou encore jonctions adhérentes permettent le maintien de la forme des cellules, la transmission des forces qui s'y exercent, et ça forme en réalité un réseau transcellulaire de protéines qui confère une certaine résistance, une certaine rigidité à l'épithélium. En fait, les éléments du cytosquelette d'une cellule vont être liés au cytosquelette d'une autre cellule, et donc ça va constituer un réseau transcellulaire d'éléments du cytosquelette. Maintien de la forme, transmission des forces, cela se réalise entre 2 cellules adjacentes ou jonction entre une cellule et le tissu conjonctif sous-jacent. Ces jonctions d'ancrage peuvent avoir des formes diverses, soit une forme de pastille, soit une forme continue. Elles peuvent lier les cellules les unes aux autres ou les lier à la matrice extracellulaire, au tissu conjonctif sur lequel ces cellules sont adossées, et leur schéma général répond à une structure relativement simple, c'est-à-dire que le cytosquelette de 2 cellules adjacentes est lié par l'intermédiaire de protéines intracytoplasmiques et de protéines transmembranaires. Et celles-ci, les dernières, les transmembranaires, se lient les unes aux autres. Le premier exemple de jonction d'ancrage, c'est ce qu'on appelle la ceinture d'adhérence, ou encore zonula adhérens. Ce sont des jonctions adhérentes intercellulaires qui forment une sorte de ceinture continue située immédiatement sous les jonctions étanches, donc vers la zone de limite entre le pôle apical et la face latérale de la cellule. Et donc cette ceinture d'adhérence va assurer, en partie, la cohésion des cellules les unes par rapport aux autres. Sur le plan morphologique, bien sûr, il y a un espace intercellulaire, et de part et d'autre de cet espace, des plaques denses cytoplasmiques sur lesquelles vont se fixer les éléments du cytosquelette. L'espace intercellulaire, il est de l'ordre de 15 à 20 nanomètres, et il paraît rempli de matériel filamenteux. Les plaques denses juxtamembranaires, donc à l'intérieur du cytoplasme, ont un aspect de bande plus ou moins continue, et puis au-delà, donc, on voit les éléments du cytosquelette, et ici, ces éléments du cytosquelette sont des microfilaments fins d'actine qui sont ancrés donc, au niveau des plaques cytoplasmiques. Sur le plan biochimique, les protéines transmembranaires sont des eucadérines, E comme épithélial. Et cette protéine occupe en partie l'espace intercellulaire et probablement correspond au matériel filamenteux que l'on observe en microscopie électronique. Donc une molécule appartenant à la cellule A va se fixer dans l'espace intercellulaire à une autre molécule de eucadérine appartenant à la cellule adjacente B. Les protéines de relais intracytoplasmiques s'appellent des caténines et on a 3 types de caténines, alpha, bêta et gamma. En réalité, la eucadérine se fixe d'abord sur la bêta ou la gamma-caténine. L'une est exclusive de l'autre, c'est-à-dire que dans une cellule on a de la bêta ou dans l'autre cellule on a de la gamma-caténine. Et ensuite, la bêta ou la gamma éventuellement va se fixer sur l'alpha-caténine. Et l'alpha-caténine s'attache à l'actine. Donc on a un pont moléculaire qui, si l'on part du cytosquelette, va permettre de relier l'actine par l'intermédiaire de l'alpha-caténine, ensuite de la bêta ou la gamma-caténine, puis de la eucadérine, et de nouveau
pour la cellule adjacente, la eukadérine, la bêta ou la gamma-caténine, l'alpha-caténine et l'actine. Toutes ces liaisons moléculaires nécessitent la présence de calcium et on a constaté que la phosphorylation de ces protéines, mais en particulier celle de la bêta-caténine, va empêcher la liaison et va provoquer le désassemblage du complexe moléculaire et donc la perte d'adhérence cellule à cellule. Et dans certains cancers, où il y a effectivement une diminution des capacités d'adhérence, ce qui va probablement expliquer la survenue d'un essaimage des cellules malignes à distance, de métastases. Donc dans certains cancers, on observe effectivement une phosphorylation de cette bêta-caténine. Ce schéma revient sur la structure générale d'une jonction adhérente. Donc les deux traits verticaux bleu foncé sont les membranes plasmiques de deux cellules adjacentes. Et vous voyez la construction qu'on retrouvera toujours, qui se fait sous la forme d'un complexe moléculaire associant une protéine transmembranaire, une ou plusieurs protéines de liaison cytoplasmique et bien sûr les filaments du cytosquelette. Ça, c'est le schéma général que l'on va retrouver avec des protéines spécifiques pour décrire la ceinture d'adhérence. Donc le cytosquelette ici, ce sont les filaments d'actine. Les protéines transmembranaires, c'est la eukadérine. Les protéines intracytoplasmiques, c'est la bêta-caténine ou la gamma et l'alpha-caténine. Donc vous voyez ce système de complexe moléculaire qui va permettre de lier fortement les cellules les unes aux autres. Mais ce n'est pas le seul système, et on a au niveau des cellules épithéliales d'autres structures qui permettent d'accentuer cet ancrage. Ce sont les desmosomes. Ici, il s'agit de jonctions intercellulaires ponctuelles qui sont situées sur les faces latérales des cellules épithéliales, mais on les trouve également sur les cellules cardiaques, par exemple, ou sur d'autres types de cellules. On les appelle également macula adhérens. Et ces jonctions intercellulaires vont lier le squelette. Ici, il s'agit de filaments intermédiaires, donc lier le cytosquelette d'une cellule à celui de la cellule adjacente. Et donc, ça va permettre une certaine continuité entre les réseaux de filaments intermédiaires des différentes cellules. Alors, comme on décrit les choses ici dans les cellules épithéliales, les filaments intermédiaires dont il s'agit seront les filaments de kératine. Mais s'il s'était agi de cellules cardiaques, ça aurait été des filaments de desmine, ou si c'était des cellules dendritiques folliculaires, par exemple, ça aurait été des filaments de vimentine. Donc ici, on décrit le tissu épithélial, donc on va voir que le desmosome relie les filaments de kératine d'une cellule aux filaments de kératine d'une autre cellule. Morphologiquement, là encore, il y a un espace intercellulaire qui est élargi. Il y a des plaques ou des disques denses cytoplasmiques qui ont en général 0,5 micromètres de diamètre, 0,1 d'épaisseur, qui sont des sortes de boutons pression, en quelque sorte, qui servent de point d'ancrage aux filaments intermédiaires. Et ces disques, ou ces plaques, sont fixés, arrimés à la face cytoplasmique de deux cellules adossées, deux cellules juxtaposées, deux cellules qui sont reliées, bien sûr, par des ponts protéiques transmembranaires. Les filaments intermédiaires vont s'étendre au voisinage des plaques. Certains sont parallèles à la surface des plaques ou des disques, d'autres s'insèrent sur ces plaques et puis quittent ces plaques pour traverser le cytoplasme. Alors, sur le plan biochimique, on connaît bien évidemment le complexe moléculaire dont il s'agit. Les protéines transmembranaires sont également des cadérines, mais des cadérines particulières qu'on appelle les cadérines desmosomales. Il y en a deux essentielles, la desmogléine et la desmocholine. Les protéines intracytoplasmiques sont nombreuses ici. On retrouve la gamma-caténine, mais également d'autres protéines comme les desmoplaquines 1 et 2 ou bien comme la desmocalmine.
Là encore, le calcium est indispensable. Ces desmosomes vont participer à la charpente cellulaire, au maintien de la forme. Ils vont également transmettre les formes de cisaillement d'une zone de la couche cellulaire à l'ensemble de l'épithélium. Voici une schématisation d'un desmosome. Au centre, les deux membranes plasmiques de deux cellules adjacentes, l'espace intercellulaire, avec, dans cet espace, les cadérines desmosomales, la plaque cytoplasmique, qui en fait est constituée par les protéines intracytoplasmiques, la gamma-caténine, les desmoplaquines, etc. Et puis les filaments intermédiaires, ici dans le tissu épithélial, donc filaments de kératine qui sont adossés, fixés sur les plaques cytoplasmiques. Les points de contact focaux sont une autre catégorie de jonctions d'ancrage. Ils sont situés au niveau de la membrane du pôle basal de la cellule et donc ils vont servir à l'ancrage de la cellule sur le tissu sous-jacent au niveau de la lame basale. Bon, l'aspect morphologique est toujours à peu près le même, c'est-à-dire une sorte de plaque cytoplasmique dense associée à un feutrage fibrillaire. Et il existe, bien sûr, d'un côté les éléments du cytosquelette et de l'autre les protéines filamenteuses de la matrice extracellulaire. La fonction, c'est donc, comme je viens de le dire, l'ancrage des cellules au tissu de soutien, mais également un rôle de transduction de signal par l'intermédiaire de molécules de signalisation. En fait, ces points de contact focaux sont une sorte de relais qui permet aux molécules de la matrice extracellulaire d'agir sur le comportement des cellules. Ce complexe moléculaire qui constitue le point de contact focal est constitué par des protéines transmembranaires. Ici, il s'agit d'intégrines. Les intégrines, c'est une très grande famille de diverses protéines. Et ici, donc, on a des intégrines, des hétérodimères alpha-bêta, qui possèdent un domaine extracellulaire important, une queue cytoplasmique relativement courte. Ces intégrines sont en fait les récepteurs membranaires pour certaines protéines fibreuses de la matrice extracellulaire, comme la fibronectine ou la laminine. En fait, la liaison avec ces protéines de la matrice s'effectue par la reconnaissance d'une séquence spécifique qu'on appelle la séquence RGD, arginine, glycine, acide aspartique, qui est localisée sur la protéine fibreuse, donc sur la fibronectine ou sur la laminine. Les protéines intracytoplasmiques se fixent sur la chaîne bêta de cet hétérodimère alpha-bêta, de l'intégrine, et elles sont, ces protéines intracytoplasmiques, extrêmement nombreuses. Elles forment un réseau très complexe. J'ai cité ici quelques-unes de ces protéines, taline, vinculine, alpha-actinine, tensine, mais il y en a bien d'autres. Et donc, ces protéines intracytoplasmiques, elles, se fixent au cytosquelette d'actine. Donc, ici, la séquence moléculaire, si l'on prend à partir de la cellule, c'est actine, protéines intracytoplasmiques variées, intégrines transmembranaires, en particulier l'alpha-6 bêta-5, mais il peut y en avoir d'autres, et ces protéines filamenteuses du cytosquelette, fibronectine, laminine. Là encore, comme pour les autres, le calcium est absolument indispensable au fonctionnement de ces points de contact focaux. Image du complexe moléculaire constitutif d'un point de contact focal, donc la membrane plasmique, dessinée en vert, les protéines transmembranaires, l'intégrine, sous la forme de cet hétérodimère alpha-bêta, la protéine filamenteuse de la matrice extracellulaire, dessinée sous la forme d'un ovale pointu, c'est la fibronectine, et puis dans la cellule elle-même, donc dans la partie haute de la figure, au-dessus de la membrane plasmique, ici, vous voyez tout un édifice moléculaire complexe
qui permet de relier l'intégrine aux filaments d'actine. Filaments d'actine donc, qui sont en rouge-noir, et toutes les autres protéines qui sont dessinées. Et encore là, c'est une simplification de complexes moléculaires réels. Dernier système de jonction d'ancrage, les hémidesmosomes. Ceux-là, ils sont également localisés au niveau du pôle basal de la cellule, et donc ils forment des points de contact, de fixation de la cellule sur la lame basale, sur la matrice extracellulaire du tissu conjonctif sous-jacent. Et donc ils vont augmenter la rigidité des tissus épithéliaux parce qu'ils vont former des ponts entre les filaments intermédiaires de kératine et les protéines de la matrice extracellulaire. Là encore, on voit qu'ils sont constitués d'une plaque cytoplasmique soudée à la surface de la cellule, à la surface de la membrane plasmique. On retrouve comme protéine transmembranaire une intégrine, mais ici une intégrine différente, c'est l'alpha-6 bêta-4, qui est associée à une autre protéine qu'on appelle la BPAG2, BPA pour antigène du pemphigoïde bulleux. Le pemphigoïde bulleux, c'est une maladie de la peau qui se manifeste par des sortes de vésicules. Et donc le pontage entre l'alpha-6 bêta-4 ou la BPAG2 se réalise par des protéines intracytoplasmiques que sont la plectine et le BPAG1. Et ce sont ces deux dernières protéines qui se fixent sur les filaments intermédiaires de kératine. De l'autre côté, donc du côté de la matrice, l'alpha-6 bêta-4 va reconnaître son ligand, il va se fixer sur son ligand, donc ce sont des protéines filamenteuses, comme la laminine, ici une espèce moléculaire un peu particulière, la laminine 5, ou comme d'autres molécules, par exemple l'épiligrine. Là encore, calcium indispensable. Figure schématique d'un hémidesmosome, du moins du complexe moléculaire constitutif de cet hémidesmosome, la membrane plasmique, très noire au centre, les protéines transmembranaires alpha-6 bêta-4 intégrine et BPAG2, les protéines de liaison avec le cytosquelette, ici les filaments de kératine, que sont la plectine et la BPAG1. Et puis, de l'autre côté, donc en extracellulaire, du côté de la lame basale, eh bien, il y a les protéines filamenteuses, laminine 5 ou épiligrine, et par leur intermédiaire, les fibres de collagène. Donc, liaison, finalement, entre les fibres de collagène du tissu conjonctif sous-jacent et le cytosquelette de kératine des cellules épithéliales. Sur ce tableau sont rappelées les différentes caractéristiques des types de jonctions d'adhérence. Vous voyez les 4 types de jonctions d'adhérence, ceinture d'adhérence, point de contact focal, desmosome, hémidesmosome. J'ai noté quel était le type d'adhérence, cellule à cellule ou cellule à matrice extracellulaire, quel était le filament du cytosquelette qui était impliqué, microfilament fin d'actine ou filament intermédiaire ici dans les cellules épithéliales, donc cytokératine, et puis quelle est la molécule d'adhérence, la molécule transmembranaire, soit des cadérines, différents types, différentes espèces moléculaires de cadérines, soit des intégrines. Dernier type de jonction, de système de jonction, après les jonctions adhérentes, les jonctions de compartimentage, maintenant les jonctions communicantes. On les appelle aussi des gap jonctions, on les appelle aussi des nexus, ou des jonctions d'échange, ou encore des jonctions ouvertes, donc il y a beaucoup de synonymes. Il s'agit d'une zone spécialisée des membranes cellulaires
qui permet le passage d'ions et de petites molécules d'une cellule à l'autre. Elles vont se situer donc au niveau des faces latérales des cellules. Sur le plan de la morphologie, ça donne un aspect de plaques relativement larges, au niveau desquelles les membranes plasmiques adjacentes sont étroitement accolées, mais elles gardent malgré tout un petit espace 2 à 3 nanomètres entre elles. La structure de cette jonction communicante, c'est en fait un canal qui a environ 2 nanomètres de diamètre, canal qui est creusé dans une membrane de la cellule et dans la membrane de la cellule voisine. Donc ces deux canaux vont se juxtaposer l'un à l'autre et former donc une sorte de tunnel qui permettra le passage des petites molécules. Alors, cette structure communicante est constituée donc d'un tube qu'on appelle le connexon. Le connexon, c'est en fait un canal constitué de 6 protéines qu'on appelle les connexines. Et donc deux connexons se juxtaposent pour former un canal complet, un connexon appartenant à la cellule A, l'autre connexon appartenant à la cellule B. Et ça va permettre la communication d'une cellule à l'autre. Alors en réalité, ça permet le passage d'ions et de petites molécules, donc des molécules comme les acides aminés, mais les grosses molécules ne passent pas. Mais c'est quand même important parce que ça représente des sites d'échange de métabolites, de nutriments, de facteurs de croissance, et donc ça va permettre une communication cellulaire qui est importante. Dans les cellules musculaires, ça permet aussi le transport de signaux électriques qui vont avoir comme conséquence la contraction de la cellule. Le calcium est indispensable au fonctionnement de cette jonction communicante, mais une trop forte concentration va entraîner la fermeture du canal et donc à terme, probablement, la mort de la cellule. Ce dessin représente donc deux cellules adjacentes, les membranes de ces deux cellules, et le canal formé par la juxtaposition de deux connexons. Donc ça représente une sorte de tube creux par où vont passer l'eau, les ions, tube creux dont la paroi est constituée de 6 protéines appelées connexines. Après donc ce chapitre concernant les spécialisations de l'épithélium, quelques mots sur le renouvellement de cet épithélium. En réalité, les différents épithéliums de l'organisme sont constamment renouvelés, comme d'ailleurs d'autres types de tissus, parce que les cellules ont une durée de vie limitée, elles sont soumises à des agressions, elles vont mourir, et donc il faut les remplacer. Dans un épithélium, les cellules en fin de vie sont soit exfoliées, par exemple les cellules de la peau, qui desquament et qui tombent dans l'environnement, ou les cellules du tube digestif, qui vont tomber dans la lumière digestive et être éliminées, ou bien ces cellules vont rentrer en apoptose et ensuite elles vont être phagocytées, éliminées par les macrophages. Et toujours, ces cellules vont être remplacées par d'autres qui proviennent de la division de cellules souches. Donc il existe dans tous les épithéliums des cellules souches caractérisées par leur durée de vie longue, par leur état indifférencié, par leur situation d'un point de vue cinétique en phase G0, et par leur capacité de rentrer dans le cycle et de se diviser lorsqu'elles sont stimulées. Donc cellules quiescentes, cellules au repos, qui sont stimulées à un moment donné par des facteurs de croissance, qui vont se diviser, ensuite donner naissance à des cellules différenciées, donc dans un type cellulaire précis. Ces cellules sont contrôlées par des facteurs de croissance locaux, sécrétés souvent par des cellules de voisinage, et on parle à ce moment-là de mécanismes de paracrinie, c'est-à-dire action
d'une cellule du voisinage sur une autre par l'intermédiaire de facteurs solubles. Ces cellules sont localisées de façon variable selon les épithéliums. Parfois elles sont isolées entre les pôles basaux des cellules différenciées. Parfois on les voit groupées en assises basales ou regroupées en zones germinatives. Mais elles sont toujours en contact avec la lame basale, et cela est obligatoire puisque c'est par l'intermédiaire de cette lame basale que les facteurs de croissance, en particulier, vont pouvoir diffuser et agir. Dans les épithéliums stratifiés, donc les cellules filles vont migrer vers le haut de l'épithélium en se différenciant. La vitesse de renouvellement d'un épithélium est très variable. Elle est très rapide dans l'épithélium intestinal. Elle est estimée à 48 heures, c'est-à-dire qu'en 2 jours, toutes nos cellules de l'épithélium intestinal, toutes nos cellules vont se renouveler. Par contre, au niveau de la trompe de Fallope, la vitesse de renouvellement est beaucoup plus lente, elle est estimée à une quarantaine de jours. Donc, ces cellules épithéliales reposent toujours sur un tissu de soutien, et l'intermédiaire entre la cellule épithéliale et le tissu de soutien, disons le tissu conjonctif, c'est une zone qu'on appelle souvent la membrane basale. Il vaut peut-être mieux utiliser le terme de lame basale, parce qu'en fait, ce n'est pas une membrane comme la membrane plasmique avec la bicouche de lipides, etc. Quelle est la structure de cette lame basale qui laisse passer les terminaisons nerveuses, mais je le redis, qui ne laisse pas passer les vaisseaux? Cette structure, c'est la forme de feuillet qui joue un rôle d'interface donc entre les cellules épithéliales et le tissu de soutien. Et en microscopie électronique, on distingue 3 couches, 3 feuillets. La lamina lucida, comme son nom l'indique, c'est une couche claire. Elle a environ 10 à 50 nanomètres, et celle-ci, elle est en contact avec les cellules épithéliales. Puis il y a une couche dense, lamina densa, de 20 à 300 nanomètres d'épaisseur. Et enfin, une autre couche qu'on appelle la couche lamina fibroreticularis, qui fusionne avec le tissu de soutien. Alors les principaux composants, ce sont des composants du tissu conjonctif, des protéoglycanes, de l'éparane sulfate, du collagène de type 4, des protéines filamenteuses comme la laminine, la fibronectine, l'antactine, donc toutes substances qui sont produites le plus souvent par les fibroblastes, donc les cellules du tissu conjonctif, mais occasionnellement par les cellules épithéliales elles-mêmes. Les fonctions de cette lame basale, ce sont donc des fonctions d'adhérence, puisque on a cité ici des protéines filamenteuses dont on a vu quel était le rôle sur la structuration de l'épithélium par l'intermédiaire des zones de contact et de l'adhérence. Donc fixation de l'épithélium au tissu de soutien sous-jacent, mais aussi c'est une zone qui est impliquée dans le développement, dans la différenciation de l'épithélium, parce que la membrane basale, la lame basale, permet le passage de différents nutriments, des métabolites, des facteurs de croissance vers les cellules épithéliales. Et, répétons, comme l'épithélium n'est pas vascularisé, ce passage est évidemment capital. Alors cette perméabilité de la membrane basale est en fait régulée. Elle forme, cette lame basale, une sorte de tamis moléculaire qui va retenir les molécules ou au contraire les laisser passer en fonction bien sûr de leur taille, de leur poids moléculaire, de leur charge, de leur forme, mais aussi en fonction de certaines circonstances. Et donc il peut y avoir à un moment donné passage de tel type de molécule et plus tard cette molécule ne pourra pas franchir la lame basale. Cette lame basale laisse passer également des terminaisons nerveuses, mais je répète, pas les vaisseaux. Alors, en pathologie, on a décrit un certain nombre de maladies. Ce sont en général des maladies immunologiques
où existe une altération de la lame basale parce qu'il y a des anticorps dirigés contre telle ou telle protéine de la lame basale qui se sont formés, qui vont précipiter, et cela va entraîner une sorte d'épaississement de la lame basale et donc de difficultés d'échange. Et ça va bien évidemment retentir sur la fonction de l'épithélium sous-jacent. C'est par exemple le cas dans une maladie rénale qu'on appelle le syndrome néphrotique. Beaucoup de cellules épithéliales ont une activité de sécrétion. Et en fonction du type de sécrétion, les cellules vont développer tel ou tel organelle ou vont avoir telle ou telle forme. Alors rapidement, on va passer en revue différents types de cellules sécrétrices. Celles qui sécrètent des protéines, alors bien évidemment, elles ont un réticulum endoplasmique granuleux très développé, avec une polarité cellulaire bien distincte. Le réticulum endoplasmique granuleux, il est basal, donc au niveau du pôle basal. Le Golgi forme une sorte de halo supranucléaire, et la zone apicale est remplie de granules qui contiennent les protéines qui sont prêtes à être excrétées par exocytose. En général, dans ces cellules qui sécrètent des protéines, le noyau est volumineux. Les cellules qui sécrètent de la mucine ont un aspect un peu différent. Le réticulum endoplasmique granuleux, il est aussi bien développé. Le Golgi, il est aussi supranucléaire, mais en général, il n'est pas très bien visible. Et par contre, on va voir, au niveau du pôle apical, une accumulation très importante de vésicules contenant de la mucine, donc des vésicules de grande taille, des vésicules non colorées. La mucine, en fait, c'est un mélange de glycoprotéines et de protéoglycanes. Mucine qui sert à la lubrification ou qui sert éventuellement comme barrière. Les cellules sécrétrices de stéroïdes, donc qui sont situées par exemple dans la cortico-surrénale, ou dans le testicule ou dans l'ovaire, elles ont un réticulum endoplasmique lisse très développé et des vacuoles lipidiques. Et probablement une autre caractéristique qui les différencie des précédentes, c'est le nombre de mitochondries et la forme de ces mitochondries qui est plutôt tubulaire. Et puis il y a des cellules qui sont spécialisées dans le transport d'ions, qui ont une membrane plasmique plissée, qui ont des jonctions serrées extrêmement développées, qu'on voit donc au niveau de l'intestin, du rein ou éventuellement des glandes sudorales. Deux dessins représentant deux aspects très différents. En haut, une cellule séreuse, donc une cellule qui sécrète des protéines qui sont accumulées dans les grains. Ici, j'ai pris l'exemple d'une cellule du pancréas exocrine, et donc les grains s'appellent les grains de zymogène. Ils vont accumuler une substance qui ensuite sera excrétée. Et dans la partie basse de la figure, une cellule sécrétant de la mucine, cellule dite cellule à mucus, cellule où le noyau est tassé au niveau du pôle basal qui est un petit peu effilé d'ailleurs, et où le pôle apical est complètement rempli de grains de mucigène, donc qui vont ensuite être excrétés au niveau de ce pôle apical. Voyons maintenant les épithéliums glandulaires. Les glandes sont des formations dont le tissu épithélial est presque complètement composé de cellules à activité sécrétoire. Au cours de l'histogénèse, il faut imaginer un épithélium de recouvrement qui va se déprimer dans le tissu mésenchymateux sous-jacent et qui va former des structures plus ou moins complexes selon le mode d'invagination. En gros, il y a deux modes. Ou bien la glande va maintenir le contact avec la surface et les produits qui sont élaborés, qui sont sécrétés par ces cellules glandulaires, seront évacués par un canal excréteur vers la lumière, et ça va constituer une glande exocrine. Ou bien la glande ne maintient pas le contact avec l'épithélium de surface,
Donc le système glandulaire n'aura plus de contact avec la lumière du viscère. Les cellules glandulaires vont s'organiser en fonction de la vascularisation, elles seront arrangées en cordons ou en follicules, et cela va constituer une glande endocrine. Ici, les sécrétions vont être déversées dans le sang, et donc le lieu d'action peut être très éloigné du lieu de sécrétion, puisque l'acheminement va se faire par le sang dans tous les territoires de l'organisme. Les cellules glandulaires sont entourées par du tissu conjonctif. Mais ce tissu conjonctif n'a pas qu'un rôle d'emballage, il a aussi un rôle trophique, et bien évidemment, c'est lui qui apporte la vascularisation, et cela est absolument capital, puisque ça permet la nutrition, la respiration des cellules qui s'effectuent au travers des lames basales. Les glandes exocrines, donc elles peuvent être décrites de multiples façons, mais globalement, l'organisation générale, c'est qu'une glande exocrine est constituée de deux composants épithéliaux principaux, les unités sécrétoires, donc qui sont des groupes de cellules spécialisées dans la synthèse, l'excrétion de certaines substances, et puis le canal excréteur qui va conduire la sécrétion jusqu'au niveau de l'extérieur de l'organisme, par exemple dans une glande sudoripare, ou au niveau d'une cavité dans l'organisme, par exemple le pancréas exocrine. Les cellules de la paroi des canaux peuvent, au moins les cellules les plus proches de l'unité sécrétoire, peuvent contribuer à la sécrétion, mais c'est en général peu important. Donc on va classer les glandes exocrines selon différents systèmes. On peut les classer selon l'organisation du système excréteur, c'est-à-dire le canal excréteur. Et on parle de glandes simples si le canal excréteur est unique, non ramifié. Ou on parle de glandes composées si le canal excréteur est constitué de nombreuses branches, chaque branche draine un territoire sécrétant. Alors les canaux les plus proches des zones de sécrétion ont un tout petit calibre, et puis ces canaux de petit calibre se jettent dans des canaux de calibre un peu plus important, avec un épithélium bas, puis des canaux encore un peu plus importants, avec un épithélium prismatique. Quand la glande a atteint un volume relativement important, les zones sécrétoires peuvent être séparées en territoires distincts, on appelle ça des lobules, et cette séparation, elle est le fait de cloisons conjonctives qui partent en général d'une capsule qui entoure la glande. On parle alors de glandes lobulées. Et donc à ce moment-là, les canaux excréteurs sont soit intralobulaires, puis ils sont interlobulaires. On peut classer également ces glandes exocrines selon la forme du parenchyme sécrétoire. On parle à ce moment-là de glandes acineuses, c'est-à-dire que l'élément fonctionnel, l'élément de base, c'est l'acinus. Donc c'est une forme de grain de raisin avec un canal excréteur fin, un épithélium unistratifié. Et donc une association de plusieurs de ces grains de raisin, de plusieurs de ces acinies. C'est par exemple la parotide, glande salivaire. Mais on a également des glandes tubuleuses, où le territoire sécrétant, c'est plus une sorte de sphère, mais c'est un tube plus ou moins allongé, plus ou moins contourné, avec une lumière centrale bordée par un épithélium unistratifié. Et ces glandes tubuleuses, on va les trouver au niveau de l'intestin, sous la forme de glandes de Libercune, on va les trouver au niveau du duodénum, sous la forme de glandes de Brunner, qui sont ramifiées, qui sont contournées. Alors bien évidemment, on peut avoir une combinaison des deux, et donc des glandes tubulo-acineuses. Donc, en fait, c'est un tube dont le fond se dilate en acinus. La dernière catégorie, ce sont les glandes alvéolaires, qui en fait ressemblent à la glande acineuse, mais en plus irrégulier. Voici quelques schématisations de l'histogénèse des glandes, exocrines ou endocrines. Donc on a un épithélium de surface,
et de tissu conjonctif sous-jacent. On a une prolifération dans le tissu conjonctif sous-jacent, prolifération de plus en plus importante qui forme une masse de cellules, et cette masse de cellules peut avoir deux évolutions, deux devenirs, soit, et c'est la figure de gauche, garder ces relations, garder le contact avec l'épithélium qui est à l'origine, et ça, ce sera la glande exocrine, avec donc une portion sécrétoire, sécrétrice, et un canal excréteur, ou bien ce massif cellulaire, cette masse de cellules, perd tout contact direct avec l'épithélium qui lui a donné naissance. Cette masse cellulaire est maintenant complètement incluse dans le tissu conjonctif, elle est complètement entourée par des vaisseaux, et c'est le cas des glandes endocrines, dont la structure sécrétoire peut être variable, soit sous la forme d'une vésicule, comme en haut à droite, soit sous la forme de travées, de trabécules, comme au niveau de la figure en bas au milieu. Quelques schémas correspondant aux différents types de glandes exocrines. Vous voyez l'image d'une glande tubulaire simple, donc un simple tube, d'une glande tubulaire contournée. Le tube il n'est plus rectiligne, mais il fait un certain nombre de zigzags. Une glande tubulaire simple ramifiée, donc plusieurs éléments. Une glande acineuse simple, la forme de grain de raisin. Des glandes acineuses ramifiées, des glandes tubulaires contournées, des glandes acineuses composées, des glandes tubulo-acineuses. Donc on peut faire varier constamment les différents éléments et donc avoir des glandes de structures sensiblement différentes. Ces épithéliums glandulaires, on peut aussi les classer selon les substances qui sont élaborées. Alors certaines sécrètent un liquide visqueux, on les appelle les glandes muqueuses, d'autres sécrètent un liquide plus clair, plus fluide, on les appelle des glandes séreuses. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de détailler un petit peu la classification des glandes exocrines ou des cellules exocrines en fonction du mode d'excrétion. Effectivement, la substance qui est élaborée par la cellule donc, va être expulsée de la cellule, mais cette expulsion, cette excrétion peut se faire de différentes façons. On appelle excrétion mérocrine une excrétion qui se fait soit par exocytose, donc le matériel est empaqueté dans des vacuoles, dans des vésicules, ces vacuoles migrent au niveau de la membrane et il y a fusion de membrane entre la vésicule et la membrane plasmique et ouverture de la vésicule à l'extérieur, donc déversement du contenu de la vésicule à l'extérieur. Ça, c'est un type d'excrétion mérocrine. Mais on peut également considérer qu'une excrétion par dialyse transmembranaire, donc simplement passage à travers la membrane, sans qu'il existe de vésicule, soit aussi le fait d'une excrétion mérocrine. Le deuxième type est l'excrétion holocrine. Et là, c'est très particulier parce que c'est la cellule entière qui est le produit de sécrétion. Donc le produit qui est élaboré va s'accumuler dans le cytoplasme et il s'accumule de telle façon qu'il y a surcharge et mort cellulaire. Et donc, s'il y a mort cellulaire, la cellule va desquamer dans le milieu extérieur ou dans la lumière, va dégénérer et libérer les éléments qu'elle a élaborés. Ça, c'est le cas, par exemple, de la glande sébacée. Et la troisième modalité, c'est l'excrétion dite apocrine. Et là, c'est aussi assez particulier puisque la cellule va s'amputer de la partie apicale qui se désagrège et libère le produit d'excrétion. En fait, ce qui est élaboré s'accumule au niveau du pôle apical, déforme ce pôle apical, fait bomber en quelque sorte dans la lumière le pôle apical et, à un moment donné, donc ce pôle apical se rompt, s'ampute et va partir dans la lumière et se dégénérer, se dégrader et dans la lumière. C'est le cas, par exemple, des glandes sudoripares ou de la glande mammaire. Cette sécrétion exocrine est régulée et il y a plusieurs
éléments qui interviennent. Les cellules myoépithéliales. Effectivement, dans certaines glandes exocrines, il y a autour des régions de sécrétion des cellules contractiles, donc qui sont situées en général entre la cellule sécrétoire et la lame basale. Ce sont les cellules myoépithéliales, donc des cellules qui ont à la fois des caractères épithéliales et des caractères de cellules musculaires, donc elles peuvent se contracter, par un mécanisme d'ailleurs analogue à celui des cellules musculaires lisses. On les voit très bien, ces cellules myoépithéliales, au niveau de l'épithélium de la glande mammaire qui constitue les canaux galactophores. Elles forment pratiquement une deuxième couche discontinue de cellules, et dans cet organe, dans la glande mammaire, la contraction des cellules myoépithéliales est sous la dépendance d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Il y a, pour toutes ces cellules qui constituent les glandes exocrines, une sorte de cycle. La sécrétion n'est pas un processus continu. En fait, il va y avoir, dans un premier temps, une étape de mise en charge, où la cellule devient turgescente, montre tous les aspects d'une cellule à activité de synthèse importante, donc un réticulum endoplasmique granuleux volumineux, Golgi de même, beaucoup de mitochondries. À ce moment-là, donc, les acides aminés sont captés au niveau du pôle basal et puis sont utilisés par la machinerie cellulaire. Ensuite, il y a une phase d'excrétion, donc par exocytose par exemple, et les grains de sécrétion vont disparaître. Et puis une phase de repos, où la cellule va reconstituer ses organites. Alors cette phase de repos, elle est tout à fait bien caractérisée et visible lors de la sécrétion apocrine, puisque cette phase de repos permet la reconstitution, en quelque sorte, de la cellule qui a été, vous vous en souvenez, amputée de sa partie apicale. Cette sécrétion est régulée donc par la plupart du temps, un contrôle nerveux associé ou non à un contrôle hormonal. Contrôle nerveux, ce sont les fibres du système neurovégétatif qui traversent la lame basale et qui vont en contact avec les cellules, donc ils vont apporter des informations à ces cellules. Le contrôle hormonal, bien ça dépend un petit peu de la cellule en cause, mais par exemple au niveau pancréatique, la cellule pancréatique va excréter ce qu'elle a fabriqué lorsqu'elle est stimulée par la gastrine qui vient de l'estomac, ou la sécrétine qui vient du duodénum. Donc, à la fois une régulation nerveuse, une régulation hormonale, l'un ou l'autre, ou les deux. Les glandes endocrines, ce sont des groupements de cellules sécrétoires dépourvues de système canalaire. Donc ça, on l'a déjà dit, les produits de sécrétion sont déversés directement dans la circulation sanguine. Les capillaires sont très nombreux à proximité des éléments sécrétoires, et ces produits de sécrétion sont appelés des hormones, sont des messagers chimiques qui sont transportés vers les cellules cibles, et la plupart du temps, ces cellules cibles sont éloignées du lieu d'élaboration. La structure générale des glandes endocrines, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas de canal excréteur. Donc les cellules sécrétrices sont organisées autour des capillaires, en contact intime avec eux. Ce sont des capillaires fenêtrés, des capillaires à pores. Et les cellules sécrétoires sont organisées en cordons ou en îlots séparés par des capillaires. La plupart des cellules endocrines stockent un petit peu les produits d'élaboration. La plupart du temps, c'est à l'intérieur des cellules sous forme de granules. Mais dans un cas, c'est très particulier, c'est le cas de la thyroïde, où le produit qui est fabriqué par la cellule est stocké à l'extérieur de la cellule, au centre d'une vésicule, d'un follicule, sorte de ballon. Donc la paroi du ballon, c'est les cellules thyroïdiennes, et la partie centrale est remplie d'une substance qu'on appelle la colloïde, qui contient des préhormones thyroïdiennes. Les massifs cellulaires, les associations de cellules, les capillaires sont charpentés par des fibres de réticuline, et la plupart des glandes endocrines sont entourées par une capsule qui envoie des prolongements fibreux. Alors on décrit différents types de glandes endocrines.
des glandes qui sont individualisées en organes. Alors on parle de glandes réticulées ou fasciculées, donc ce sont des cordons plus ou moins anastomosés entre eux, par exemple la surrénale, la cortico-surrénale, ou bien on parle de glandes vésiculées, mais ça c'est que la thyroïde, et comme je vous le disais, c'est une organisation particulière sous la forme d'une structure sphérique qui est la vésicule, avec donc les cellules qui forment la paroi du ballon et l'intérieur qui est rempli de cette substance particulière qui est la colloïde. Bien sûr, tout autour, soit des vésicules, soit des cordons de cellules, il y a les capillaires. Mais on peut également voir ces glandes endocrines sous la forme d'amas multiples entre d'autres formations. Par exemple, au niveau du testicule, là, il n'y a pas de glandes, d'organes bien définis, c'est simplement des cellules qui sont associées, qui sont amassées. Donc l'exemple du testicule ou l'exemple aussi du pancréas endocrine avec les îlots de Langerhans. Dernière catégorie de glandes, ce sont les glandes qu'on appelle amphicrines, qui sont en fait mixtes, c'est-à-dire que le même organe a à la fois une fonction exocrine et une fonction endocrine. Alors il y a plusieurs exemples. Le foie est un organe amphicrine parce que la même cellule, l'hépatocyte, sécrète d'un côté dans le sang du sucre et de l'autre côté des éléments de la bile, donc par l'intermédiaire d'un canal excréteur. Le pancréas est également un exemple de glande amphicrine, puisque là, il y a une sécrétion exocrine, de trypsine, de chymotrypsine, par l'intermédiaire de canaux, et puis une sécrétion hormonale endocrine, par exemple l'insuline, le glucagon, qui est fabriqué par les cellules des îlots de Langerhans. Le testicule est également un autre exemple de glandes mixtes, de glandes amphicrines. Je reviens sur quelques éléments qui ont été dits précédemment. Ici, il s'agit des différentes modalités d'excrétion, de sécrétion des cellules. Donc, modalité mérocrine, apocrine, holocrine. Donc, mérocrine, c'est la dialyse transmembranaire ou l'exocytose, en haut à gauche. Apocrine, c'est l'amputation du pôle apical de la cellule, donc en haut à droite. Holocrine, c'est la desquamation de la cellule, sa lyse dans la lumière et la libération de ce qui a été fabriqué. Et puis, en bas à droite, une schématisation d'une excrétion endocrine. Donc ici, la cellule qui repose sur la lame basale, à proximité des capillaires, va expulser le contenu de ces granules, de ces sécrétions, à travers la lame basale dans des vaisseaux. Et cette excrétion va être ensuite véhiculée par le sang contenu dans les vaisseaux jusqu'aux différents territoires de l'organisme. En conclusion, ces tissus épithéliaux sont en fait responsables de la fonction de l'organe où il se trouve, de la spécificité fonctionnelle de cet organe. Ces tissus épithéliaux sont impliqués dans de très nombreuses activités, mais rappelons que ces tissus épithéliaux ne sont jamais vascularisés et donc dépendent pour leur fonctionnement, pour leur vie, des tissus sous-jacents et de cette lame basale qui sépare en quelque sorte le tissu sous-jacent de l'épithélium. Donc cette lame basale, à travers laquelle diffusent les éléments nutritifs, est un élément considérablement important pour le fonctionnement normal des épithéliums.